variables, des expressions et des déclarations. Okay, donc on va reprendre un peu ce que vous avez vu de façon assez implicite dans les diapositives précédentes, et cette fois-là on essaie de mieux comprendre quelles sont les opportunités qui nous offre Python pour définir des variables et des expressions. Donc la première chose en fait qu'on aimerait souligner ici, c'est qu'il y a des valeurs dans notre script qui sont des valeurs constantes, okay, qui ne changent pas. Une fois qu'on vient de les définir, en fait, ils sont exactement les mêmes pendant toute la longueur de l'exécution de notre programme. On appelle ça des constantes. Par exemple, le nombre 123 qui ne va pas changer pendant l'exécution de cette script. Cet autre nombre qu'on voit là, c'est 98.6, c'est aussi une constante parce que ça ne change pas. Il y a aussi, en fait, comme Lucas vous a dit en fait tout à l'heure, il y a aussi pas seulement de nombres dans Python, mais il y a aussi de strings, ce qu'on appelle en français des chaînes de caractères. Qu'est-ce que c'est? C'est une séquence en fait des caractères qu'on utilise pour comme un type de données en fait pour faire certains types de traitements. Par exemple, la chaîne des caractères Hello World, en fait, c'est la série de la lettre H majuscule, E minuscule, L minuscule, etc. Okay? Et l'espace est considéré aussi un caractère. Okay? Et en fait, comme Lucas vous a dit, en fait, les chaînes de caractères en Python sont traitées de façon assez particulière, et pour les identifier comme chaînes de caractères, il faut toujours les entourer par les guillemets ou les apostrophes singuliers. Donc, dans ces cas-là, vous voyez en fait une chaîne de caractères avec apostrophe singulier. Sinon, vous mettez en fait les guillemets au début et à la fin, et ça donne exactement le même effet. Donc, ce qu'il y a entre les guillemets, c'est considéré une chaîne de caractères. Okay? Donc, vous voyez en fait ici le print Hello World qui marche bien en fait parce que la chaîne de caractères est entourée bien avec les guillemets. Je fais print. Si j'essaye en fait sans les guillemets, sans les apostrophes, hello, comme vous avez vu en fait dans la diapo tout à l'heure, en fait tout au début du cours, en fait il va se plaindre parce que la séquence de caractères hello n'est pas reconnue comme une chaîne de caractères, il manque les apostrophes ou les guillemets, et en plus, il n'est pas même un nom de variable. On n'a pas défini un nom de variable hello à quelque part. Et donc, lui, il trouve rien du tout en fait dans le système et dit bon, je ne connais pas hello. It's not defined. Okay? Et donc, voilà. Par contre, si on entoure en fait ça avec des apostrophes, alors à ce moment-là, ça devient en fait une chaîne de caractères, c'est une constante, c'est une valeur constante, et donc à ce moment-là, Python est capable de travailler avec ça et il nous affiche cette valeur. Ensuite, il y a des variables. On a déjà rencontré ce type d'objet. On a déjà vu en fait des x, y. Comme je vous dis, en fait, le nom de la variable, c'est à vous de choisir. Ça pourrait être n'importe quoi. Il y a des règles, bien sûr, et on va voir les règles dans quelques minutes, mais vous pouvez choisir n'importe quoi. Et après, on va déclarer une variable et on va donner une valeur initiale à cette variable. Donc, dans ces cas-là, c'est 12,2 pour la variable x et 14 pour la variable y. À ce moment-là, Python va poser dans une position de mémoire, dans la mémoire volatile en fait, de notre ordinateur, il va poser la valeur qui correspond, il va relier en fait cette valeur à le nom de variable x ou y
qui sont maintenant à disposition pour la suite de l'exécution du script. Okay? Après, si dans l'exécution du script, il y a quelque chose de différent qui se passe avec un des variables, en fait, par exemple, une deuxième affectation de variable, comme dans ces cas-là, par exemple, on dit x maintenant, c'est égal à 100. Alors, Python va remplacer la valeur qui est reliée à la variable x dans la mémoire volatile. Il va effacer les 2.2 qui étaient précédemment à cette position et va stocker une nouvelle valeur qui est 100 à la même position. Okay? Donc, la valeur précédente est perdue, on ne peut plus le récupérer et par contre, on a accès aux nouvelles valeurs. Okay? Comme je vous disais, en fait, pour nommer des variables, donc la variable, ça change tout le temps pendant l'exécution. Ça peut changer ou ça peut rester là et constante. Mais en principe, en fait, une variable, c'est fait pour changer, pour assumer des valeurs différentes. Il y a bien sûr des règles pour nommer des variables dans Python. Okay? Par exemple, on peut utiliser la valeur spam ou eggs ou spam, une série de caractères suivis par des nombres. Ça c'est OK. On peut mettre un tiret bas et le nombre de la variable. Ça c'est absolument OK. Ce qui n'est pas OK, c'est de mettre des nombres au début en fait du nombre de la variable. Ou bien en fait faire commencer la variable par une dièse. Parce que dans ce cas-là, la dièse a un significat spécial dans Python. On marque avec la dièse les commentaires et donc ça ne marche pas. Ou bien avoir des points dans le nom de la variable. Ça, c'est pas possible. Par contre, en fait, comme Lucas vous disait, en fait, Python est sensible à la différence entre majuscule et minuscule. Donc, si vous appelez quelque chose spam avec la S majuscule, c'est absolument différent de spam avec la S minuscule. Okay? Et en anglais, on appelle ça case sensitive. Ok, donc une autre chose qu'il faut remarquer, c'est que comment est-ce qu'on peut avoir des bonnes règles pour nommer les variables? Quand on nomme des variables, en fait, on cherche des noms qui sont faciles à se souvenir. Pas pour la machine, parce que pour la machine, c'est absolument OK si on appelle ça n'importe quoi ou absolument un autre nom. Mais c'est important d'avoir des bons noms pour les développeurs, en fait, qui sont derrière l'écriture d'un script, d'un programme. Parce que, bien sûr, si vous êtes en train d'écrire un programme de 5 ou 6 lignes, c'est absolument OK de mettre n'importe quoi. Mais si vous avez des programmes qui font des centaines de lignes, de milliers ou des millions de lignes de code, après, c'est repérer dans des centaines de variables différentes et savoir exactement à quoi ça correspond, certaines variables, c'est absolument compliqué. Okay? Et donc, pour faire ça, on essaye d'avoir des aides mnémoniques, des aides mémoire, en fait, pour nommer les variables. Par exemple, je peux vous montrer un morceau de code qui est écrit comme ça. Et pour un être humain, pour lire, en fait, pour la lisibilité de cette code, c'est absolument compliqué de savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Bien sûr, après, on peut passer quelques secondes pour comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire, voir que, par exemple, cette variable correspond à cette variable-là, donc il faut faire un peu de aller-retour avec les yeux pour comprendre ça. On peut écrire ça de façon beaucoup plus compréhensible en utilisant des nombres de variables plus courts et uniques, comme dans ce cas-là. Mais on peut faire même mieux. On peut écrire des petites... on peut nommer en fait les variables de façon qui correspond à des concepts
qu'on a dans un modèle qu'on est en train de monter dans notre script Python. Et dans ce cas-là, en fait, cette variable, ça va prendre, par exemple, le montant d'heures travaillées par un travailleur. Et dans ce cas-là, le paiement qu'on fait pour chaque heure de travail de cet travailleur, et ici c'est disons le salaire brut qu'on va donner à cet employé. Okay? Donc, vous voyez, en fait, pour Python, c'est absolument égal. Les trois écritures, ils vont donner exactement le même résultat. Ils s'en fichent de comment on nomme les variables. Mais pour les humains qui travaillent avec le programme, en fait, ils font une différence énorme. En fait, si on nomme les variables de façon plus facile à lire ou moins facile à lire. Ensuite, il y a des mots qui sont réservés en Python. C'est parce que ces mots, normalement, correspondent à des fonctions qui sont déjà préétablies dans le langage. Et donc, on ne peut pas les utiliser pour nommer des variables. Parce que sinon, on va générer un conflit. Okay? Et donc, par exemple, on ne peut pas nommer une variable false. Parce que false, c'est aussi une valeur logique qu'on utilise dans l'écriture du langage Python. Et donc, c'est réservé. Okay? Donc là, vous avez une liste tout à fait partielle des mots réservés. Il faut savoir qu'il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser comme nom de variable. Ok. Donc, si on revient un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, ici, on avait nommé les variables avec x. On a des constantes et on a des opérateurs. Les opérateurs sont marqués en noir, ici dans cette diapo. Donc c'est le signe égal et le signe plus. Maintenant, pour une déclaration en fait pour l'affectation d'une variable, en fait, on peut utiliser une formule qui pourrait être tout à fait complexe. Qui peut avoir plusieurs opérations mathématiques dedans ou autres opérations logiques. Donc, comment est-ce qu'on va évaluer cette expression comme ça? Dans quel ordre, en fait, va Python exécuter cette formule? On va voir ça tout à l'heure. Il faut savoir que, de toute façon, une fois que Python a évalué cette expression, le résultat de l'expression est assigné et stocké à la position de mémoire qui correspond à cette variable qu'on a nommée x. Et donc, dans une formule comme celle-là, en fait, on demande à Python premièrement d'aller récupérer la valeur qu'il y a couramment dans la position de mémoire et qui correspond à la variable x. Ensuite, cette valeur est remplace dans la formule en fait les valeurs de x, et ensuite l'ensemble est évalué d'un point de vue mathématique pour former premièrement en fait 0,4 en cette opération-là. Ensuite, le produit c'est 0,93 et après le résultat est assigné de nouveau à la variable x. Et donc, une fois qu'on a terminé l'évaluation de l'expression, on reprend le résultat de l'expression et on va le remettre dans la mémoire. Et donc, ça va remplacer ce qu'il y avait précédemment. Et donc, on perd le valeur 0.6 et on garde la valeur 0.94. Okay? Maintenant, on parle des expressions. Il y a plusieurs opérateurs qu'on utilise pour faire des opérations mathématiques. Ça, vous les connaissez très bien, c'est le plus, le moins, la multiplication et la division. Ça, c'est les deux doubles astérisques qu'on utilise pour l'élévation en puissance. Et peut-être quelqu'un, à nouveau, c'est
signe, en fait, c'est le modulo. On utilise en fait le signe pourcentage en fait pour faire ça. Et normalement, en fait, le modulo c'est utilisé pour récupérer le reste d'une division. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, on peut essayer tout de suite. Si on fait par exemple x égale à 9, y égale à 4, x modulo y, c'est 1. Pourquoi? Parce que c'est 9 divisé par 4, ça fait 2 avec un reste de 1. Et donc le modulo, ça nous donne en fait le reste. Donc si par contre on impose y à 3, donc le reste dans ce cas-là c'est 0. Et donc le modulo, ça va nous donner 0. Ok? Et d'ailleurs, cette stratégie c'est toujours utile en fait quand vous apprenez le langage. Si vous n'êtes pas sûr de qu'est-ce que ça donnerait une certaine expression, je vous encourage toujours à ouvrir vite l'interpréteur Python, essayer vite et voir qu'est-ce que ça donne. Okay? Voilà. Donc maintenant on parle d'ordre d'évaluation. Il y a des règles très spécifiques en fait qui Python utilise pour savoir dans quel ordre en fait une certaine expression mathématique va être évaluée. S'il n'y a pas de parenthèses, s'il y a tous sur le même niveau, comme dans ce cas-là, dans quel ordre en fait il faut attaquer cette expression. Alors les règles Python sont les suivantes. En fait, on commence par les parenthèses, après les élévations à puissance, après la multiplication ou la division, en fait, qui est d'ailleurs, d'un point de vue de la machine, c'est exactement la même chose. Après l'addition et ensuite de gauche à droite. Donc, dans ce cas-là, par exemple, c'est l'élévation en puissance qui prend la précédence. Donc, dans la première étape d'évaluation, ça c'est remplacé par 8. Ensuite, c'est la règle de la multiplication qui est utilisée. Donc, cette partie de l'expression est évaluée pour produire 10. Et la fin, c'est l'addition qui nous donne 11. C'est toujours dans le haut vers le bas. Hein? Ok, donc maintenant on va voir en fait une fonction qui est prédéfinie dans Python qui s'appelle type. Ok, qu'est-ce que c'est ça et à quoi ça sert? En gros, en fait, comme on a vu tout à l'heure, on vous a présenté deux types de données. Soit on a vu en fait des nombres, soit on a vu des chaînes de caractères. Okay? Donc la fonction type, ça nous sert pour savoir quel type de données ils ont stocké dans qui sont associées à une certaine variable. Donc par exemple, si on définit la variable DDD et on la initialise à 5, et la variable B, en fait, c'est l'ensemble de deux chaînes de caractères, Lo et San, qui d'ailleurs, en fait, sont collés ensemble pour produire la chaîne de caractères Lausanne. En fait, les deux valeurs, ils ont deux types différents. Parce que la valeur 5, c'est une valeur numérique, et donc c'est un type entier. Et la valeur qui est associée à la variable c'est en fait un type string, qui est en français chaîne de caractères, qui
qui est associé à cette variable. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'il faut se souvenir de cette diapo? C'est le concept de type, qu'on va voir plus en détail dans la suite, mais aussi le fait qu'on peut faire des opérations mathématiques aussi avec des chaînes de caractères. Donc on vous a montré ici qu'on peut utiliser la signe plus en fait pour coller en fait ensemble deux chaînes de caractères qui sont peut-être stockées dans deux variables différentes ou bien deux constantes pour générer en fait une chaîne de caractères plus longue et après ensuite associer ça à une variable. Cette opération en fait d'addition dans deux chaînes de caractères s'appelle concaténation. Concaténation. Et ça signifie en fait mettre ensemble deux chaînes de caractères. Oups. Ok, donc en principe, en fait, chaque variable qu'on définit en Python, il a aussi un type des données qui sont stockées avec, qui est défini implicitement par le langage, ou bien peut-être imposé par le développeur en fait du script. Okay? Donc dans ces cas-là, par exemple, on va coller deux chaînes de caractères et bien sûr, disons, la variable est de façon, le moment qu'on la initialise, il va avoir un type implicite, c'est un type string, parce qu'on l'a défini en fait en collant ensemble deux chaînes de caractères. Ensuite, si on essaye de faire une opération de ce type-là, plus 1, ça va nous donner une erreur. Pourquoi? Je vous pose la question, est-ce que quelqu'un dans la salle veut se lancer à donner une explication de pourquoi Python n'aime pas ça? Oui? Parce que là, c'est un string, exactement, parfait. C'est-à-dire que Python n'est pas capable de faire une opération mathématique de sommer en fait une valeur qui est du type entier avec une valeur qui est du type chaîne de caractères, un string. On peut pas soit on essaie de faire cette opération de concaténation avec deux variables qui sont déjà string, soit on fait l'addition entre deux entiers. On ne peut pas mélanger les deux, on ne peut pas faire une chaîne de caractères et soumettre ça à un entier, ça ne marche pas. Okay? Et donc, voilà, dans ce cas-là, ça nous donne une erreur, et donc ça nous dit type error, can convert int object to string implicitly. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'il y a des conversions qui sont faites de façon implicite, le moment par exemple qu'on initialise une valeur d'une variable, mais il y a aussi des conversions aussi qui sont faites de façon explicite, c'est-à-dire que c'est le développeur qui impose en fait le type à une certaine variable. Okay? Et donc, en principe, Python n'est pas capable de faire de mélanger en fait des données qui sont des types différents de façon implicite. Okay? Et donc, ça nous donne une erreur. Et donc, pour voir quel type, pour afficher à l'écran quel type correspond à une certaine variable, on peut utiliser la fonction type. Vous voyez ici, en fait, type, entre parenthèses, le nom de la variable, et ça nous donne en fait une réponse qui est du style str, c'est un raccourci pour string, ou bien en fait int, qui est un raccourci pour entier. Okay? Et donc, voilà, c'est assez utile en fait pour savoir quel type de données on a. Et si on tombe dans cette situation de opération entre données qui sont des types différents, en fait, il faut faire attention. Et éventuellement, en fait, il faut faire une conversion explicite du type pour pouvoir travailler avec des données mélangées.
Donc, on va voir ici deux types de variables, des nombres et des chaînes de caractères. Et même à l'intérieur des nombres, en fait, on trouve deux types différents. Ok? On a les entiers. Donc, ici, vous voyez des exemples des entiers. Et on a aussi un autre type qu'en anglais on appelle float, qui sont des nombres avec la virgule. Ok? En gros. Et donc, vous voyez ici, en fait, tout ce qui a 0.0, 0.5 ou quelque chose d'autre, en fait, implicitement, ils ont imposé avec le type float. Okay? Pourquoi il y a cette distinction entre entier et float? Ça, c'est en fait une histoire de comprendre comment gérer ce type de données dans la mémoire de l'ordinateur. Normalement, en fait, un entier, ça prend beaucoup moins d'espace de mémoire. Un float, ça prend plus d'espace. Et donc, parfois, pour des raisons d'optimisation de mémoire, on travaille avec des types différents, même s'il s'agit à la base des nombres. Okay? Et donc, voilà, ici, il y a des strings, en fait, etc. Et donc, il ne faut pas faire gaffe. Si on définit, en fait, on trouve aussi des nombres qui sont représentés comme chaîne de caractères. Par exemple, si on prend le nombre 3 et on l'entoure avec des apostrophes, on l'impose comme chaîne de caractères. Donc, à ce moment-là, il n'est pas un nombre. Je veux dire, il peut être transformé dans un autre type, mais il faut faire ça de façon explicite. On ne peut pas demander à Python de faire ça de façon implicite. Ok? Ok, on a parlé déjà des entiers, de float. Et donc, pour voir par exemple le type, en fait, on utilise toujours la fonction type, type. Et là, ça nous donne int pour les entiers et float pour les floats, pour les nombres avec virgule. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire des conversions explicites entre types? Alors là, vous pouvez voir, on a une float, par exemple, on a une conversion explicite d'une valeur constante, 99, qui de base, ça serait en fait un entier. Donc si on donne 99 comme ça, en fait à Python, il va le traiter comme un entier. Mais on peut lui demander de le traiter comme un float. On peut lui dire, écoute, je veux que tu traites ça comme si c'est un float, un nombre avec virgule. Et donc, si on fait une addition entre un entier et une float, on obtient toujours en fait une float. Ça, c'est une règle de base. Donc, c'est pour ça qu'il nous affiche en fait 199.0, même en fait s'il n'y a pas vraiment besoin de mettre .0 parce qu'il n'y a rien après la virgule, mais il affiche quand même .0 pour nous dire, écoute, c'est un float maintenant, c'est pas un entier. Okay? Et ici en fait, c'est implicitement en fait la variable i c'est définie comme un entier. Okay? On peut la transformer en fait en float, et donc à ce moment-là, il va rajouter le point 0. Et maintenant, si on rappelle de nouveau quel type est la variable, la valeur associée à la variable f, ça va nous dire c'est un float. On peut aussi passer de float à int, hein, bien sûr. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'en utilisant l'expression, en fait, la fonction int, on peut passer d'une valeur qui est float à un entier. Ça, on peut voir ensemble. Par exemple, si j'appelle, je vais définir une variable qui s'appelle z et je l'impose à 3.0. Donc, je demande le type de cette variable z. C'est une float et je peux faire aussi la conversion implicite
de Z en entier. Et maintenant, je perds en fait les valeurs qui sont après la virgule. Ok? Donc, les deux fonctions que je viens de vous présenter, int et float, ça sert à convertir, en fait, faire une conversion en fait, du type implicite. Et ça pourrait être utilisé aussi pour convertir une chaîne de caractères dans un nombre. Okay? Donc si on utilise par exemple int sur une chaîne de caractères qui contient le nombre 3, il va convertir ça dans le nombre 3 entier. Donc je pense que ça va... Ah ouais, ça c'est une chose intéressante. En fait, si on fait une division entre deux entiers, on obtient toujours une float. Ok? Et si on fait une division entre deux floats, on obtient une float. Voilà, donc je vous disais tout à l'heure de comment convertir des chaînes de caractères qui contiennent des chiffres, en fait, des nombres, soit dans une entier, soit dans une float. On peut utiliser la fonction int, en fait. Donc ici, on définit la chaîne de caractères qui contient la chiffre 1, 2, 3. On demande le type, c'est la classe string. On essaye de faire une addition, bien sûr, et pas se plaindre parce qu'on ne peut pas soumettre en fait un entier à une chaîne de caractères. Ici, on fait la conversion explicite en fait de la chaîne de caractères en entier. Et donc, dans ce cas-là, c'est un entier. Maintenant, on peut faire l'addition et ne va pas se plaindre. Okay? Si on essaie de convertir la chaîne de caractères hello Bob en entier, il va aussi se plaindre. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait la réponse? Oui. Exactement. C'est-à-dire qu'on a besoin, en fait, Python, il a besoin d'une table de conversion. C'est-à-dire, il a une table qui dit, en fait, les caractères 3 correspondent à la valeur entière 3. Mais il n'y a pas des valeurs qui disent, en fait, et le Bob correspond à 5. Et donc, il ne peut pas faire la conversion. OK? Et donc, dans ce cas-là, il va se planter. OK? Ok, donc la seule chose intéressante à remarquer sur cette diapo, c'est la fonction input. Qu'est-ce que c'est ça? Donc parfois on a besoin en fait de demander à l'utilisateur du programme en fait d'entrer certaines données à l'écran. Ok? Et donc on utilise la fonction input pour faire ça. Chaque fois qu'en fait on appelle la fonction input, en fait Python va interrompre en fait l'exécution du script. Il va afficher une fenêtre à l'écran où on demande en fait à l'utilisateur de taper quelque chose à l'écran. Et une fois que l'utilisateur tape sur Return ou bien sur OK sur la fenêtre, alors à ce moment-là, l'exécution du script reprend et continue avec la suite. Okay, on peut essayer ça en live parce que je pense que c'est important de voir. Par exemple, on nomme une variable test, on fait input. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Alors, vous voyez, en fait, il y a toujours en fait le prompt qui reste, qui est marqué en fait sur la page. C'est parce que Python s'attend de moi que je continue à taper quelque chose. Et donc, je peux mettre par exemple 34. Au moment que je donne le return, alors les caractères 3 et 4 sont rajoutés, sont donnés comme une initialisation à la variable test. Okay? Donc maintenant, si je fais print le test,
ça me donne 34. Ok? La chose intéressante à remarquer dans ces cas-là, c'est que si je demande le type de test, j'obtiens string. Pourquoi? Parce que, en fait, même si je tape des nombres au clavier en fait, de l'ordinateur, pour Python, c'est toujours des caractères, des chaînes de caractères. Donc, lui, il va les imposer implicitement comme une chaîne de caractères, même s'il s'agit en fait de nombres. Si je vais faire la conversion entre types, il faut que je la fasse en fait de façon explicite. Ok? Est-ce que ça c'est clair? Ok. Donc, on peut voir la même chose en fait dans Jupyter, et je vous montre parce qu'il y a une toute petite différence ici dans Jupyter. Par exemple, je suis là, si je fais test input comme ça, et j'exécute, vous voyez en fait il y a un champ de saisie en fait qui est affiché à l'écran. C'est plus ou moins le même concept. Donc là, il faut que je tape quelque chose et après j'appuie sur Return pour compléter l'exécution de la cellule. Maintenant, vous avez vu en fait dans les diapos que je peux aussi mettre quelque chose en fait à l'intérieur des parenthèses de la fonction input. Par exemple, je peux mettre une chaîne de caractères, votre nom. Je l'indique avec les guillemets, parce que c'est une chaîne de caractères. Si je lance en fait la cellule comme ça, en fait cette chaîne de caractères, votre nom, c'est collé au début du champ de saisie pour indiquer à l'utilisateur quel type de données en fait il faut taper dans le champ. Okay, c'est simplement pour aider un peu l'utilisateur dans l'exécution du code. Mais au niveau pratique, il n'a aucun effet dans la saisie des données et ceux qui suivent en fait. Donc je peux continuer à taper n'importe quoi et ça va être collé à la variable test. Ok? Bon, on revient au diapo. Et donc, si j'utilise en fait cette syntaxe input who are you, après je peux faire, utiliser en fait ce que j'ai saisi en fait de cette champ de saisie, le nom de l'utilisateur pour donner un message de bienvenue personnalisé à mon utilisateur. Okay? Donc ici vous pouvez voir en fait une chose intéressante en fait pour la commande, pour la fonction print, je peux imprimer deux choses en même temps. Et je sépare en fait les deux choses avec la virgule. Donc ici j'imprime deux choses. C'est la constante, c'est une chaîne de caractères qui contient le mot welcome. Et ensuite j'imprime la valeur qui correspond à la variable NAM qui je viens de saisir avec ce champ de saisie. Okay? Donc, c'est l'utilisateur qui tape le mot Mauro et après, je vais l'imprimer à l'écran. Okay? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non? Donc voilà, c'est un autre exemple. Donc, je me répète un peu ici. Donc là, par exemple, vous savez, il y a une différence dans la façon de compter les étages aux États-Unis et en Europe. Donc ici, c'est simplement pour faire un peu la conversion entre le système européen et le système américain. Donc ici, je demande le niveau, l'étage à laquelle on veut attendre, disons, en Europe. Et après, j'obtiens en fait un chiffre qui pourrait être entre 0, je ne sais pas, et 100. Je l'assigne en fait à la variable INP, input. Après,
fais une conversion explicite en entier, parce que sinon je ne peux pas le traiter. Je rajoute un pour le porter dans le système américain, et après je vais l'imprimer ici à l'écran avec la commande print. Ok? On a vu aussi les commentaires dans le diapo qui précède, donc tout ce qui est précédé par une signe dièse et ignoré par Python. Pourquoi on rajoute des commentaires dans le code? C'est surtout pour aider le développeur, c'est pas pour la machine, parce que la machine s'en fiche de ce qui est dans le commentaire. Il ne va pas les lire, il ne va pas les utiliser, cette information. Il va sauter les lignes avec les commentaires. Donc les commentaires, c'est plutôt pour nous, pour se souvenir de ce qu'il y a dans une certaine partie du code. Okay? Parfois, on utilise aussi le commentaire pour déactiver une ligne. Si on est en train de débugger, essayer de résoudre le problème dans l'exécution du code, on va déactiver certaines lignes sans les effacer. Et donc, on va les commenter. Et après, on peut les décommenter une fois qu'on a trouvé l'erreur. OK? Donc ici, vous voyez des exemples de commentaires. C'est simplement pour décrire un peu le but du morceau de code qui suit. Okay. Donc, en résumé pour cette première module un peu plus intense sur l'utilisation de Python, on a vu le concept de type, on a vu le concept des mots réservés, comment nommer les variables, les opérateurs mathématiques et l'ordre des priorités entre les opérateurs mathématiques. On a vu aussi comment faire des divisions entre les entiers et ça ne va pas produire toujours une flotte. Comment faire la conversion explicite entre le type et comment prendre, saisir des données à partir de l'utilisateur et comment utiliser les commentaires. Est-ce que tout ça est clair ou est-ce que vous avez des questions?